Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le RENT pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le journal des PropTech Digital Days. Vous le savez, depuis hier, on est en live pour cet événement digital consacré à l'innovation dans l'immobilier. Je suis en compagnie de Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Dans quelques instants, nous allons avoir des chiffres, des infos avec vous sur comment ça se passe, cet événement digital sur la PropTech. Nous sommes également en compagnie, en plateau ici d'Henri Pagnon. Bonjour Henri. Bonjour. Vous êtes patron fondateur de Proprio. Exactement. Et on va voir comment ça se passe avec vous, justement, vous qui êtes 100% digital, qu'est-ce que ça apporte un événement comme celui-ci. On a également un autre Henri, c'est Henri Buzicazo. Bonjour Henri. Bonjour, deux Henri dans le même studio, c'est assez rare. Je suis très heureux d'être avec vous. Effectivement. Le président de l'IMSI, qu'on présente encore, l'Institut de Management des Services Immobiliers. Merci. Et puis, ils sont avec nous en vidéoconférence. On va les faire rentrer tout de suite. On a le plaisir d'accueillir Benoît Apparu. Bonjour Benoît. Bonjour. Ancien ministre du Logement, maire de Châlons-en-Champagne et président du directoire de l'INLI, qui est connecté. Nous avons également Jérôme Révy, l'organisateur du village Startup pour le Rhin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va faire un petit tour. En tout cas, tout le monde est là, connecté, c'est parfait. Stéphane, on va démarrer tout de suite avec le mot du jour. Les PropTech Digital Days. Alors, le mot du jour en forme de premier bilan de cet événement qui continue encore toute cet après-midi. Oui, c'est un événement qui dure donc au moins pendant 2 jours. On a démarré hier. Les premiers chiffres sont évidemment à la fois intéressants et encourageants. On est à 5500 inscrits, donc 5500 professionnels de l'immobilier qui sont inscrits et qui donc à loisir se baladent, j'allais dire, sur la plateforme et y consomment du contenu. Ça a très très bien fonctionné hier. Il y avait des contenus évidemment soit sous forme d'ateliers, soit des lives, soit des conférences ou des startup labs. On en reparlera tout à l'heure. Donc on est plutôt content et les rendements, puisqu'on est là aussi pour délivrer du contact, délivrer du lead, comme on dit, sont là aussi plutôt encourageants. Il y a beaucoup de visiteurs uniques qui viennent sur les différents contenus. Donc, tout ça se présente plutôt bien. Il y a 10 parcours visiteurs et il y avait plus de 16 000 inscrits sur le cumul des 10 parcours. Voilà, donc il y a une appétence. Les gens ont envie de voir, d'entendre, de s'inspirer. C'était un des objectifs de ces PropTech Digital Days qui venaient donc en substitution de l'événement physique. Donc, on le rappelle, c'était pas simplement une démonstration pour dire voilà, on fait un salon virtuel, une succession d'événements. C'était vraiment aussi pour servir tous ceux qui viennent et qui ont participé, aussi pour continuer à faire du business malgré les conditions qu'on connaît. Oui, c'était l'idée en 4 semaines et demie de se dire, après avoir été contraint de décaler l'événement physique, qu'est-ce qu'on peut proposer? Il n'était pas question de subir, encore une fois, indéfiniment les événements. Donc, on a décidé de sortir ce format à la fois de contenu, donc d'inspiration et d'innovation, et puis d'être suffisamment audacieux, en tout cas c'était notre souhait, pour mettre en place cette PropTech Marketplace qui permet donc d'aller à la rencontre des 350 acteurs et de rentrer en contact avec eux tout au long de la journée. Allez, justement, on va commencer à les faire réagir. Ce sont nos speakers du jour, nos invités. Les PropTech Digital Days. Une première question pour nos invités qui sont en ligne. Benoît Apparu, vous êtes joint à cette manifestation, ce qui est placé sous l'angle de l'innovation. Pourquoi c'est important, vous, on le rappelle, qui êtes président du directoire de l'INLI et donc qui soutenez la relance du secteur du logement en difficulté notamment? Écoutez, je ne suis pas sûr que le secteur soit particulièrement en difficulté. C'est un débat qu'on pourrait effectivement avoir. Nous, on a un lab à l'intérieur de la société, dans nos bureaux, pour accueillir un certain nombre de sociétés, start-up qui peuvent effectivement développer des produits. Ces start-up, services ou produits, peu importe, nous les incubons de fait chez nous pour leur proposer comme terrain de jeu nos logements. On a 43 000 logements en Île-de-France. Et puis, pour développer aussi, évidemment, de l'intrapreneuriat et essayer d'acculturer l'ensemble de nos collaborateurs à la logique de l'innovation.
Puis à côté de ça, on fait d'autres choses, on fait beaucoup d'innovations juridiques, beaucoup d'innovations financières sur le financement de nos modèles, de nos activités, sur demain l'accès sur la propriété organisée de façon assez radicalement différente. Bref, on essaie d'innover sur le plan serviciel, sur le plan des produits, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel pour nous de participer à ce type de rencontre. Henri Buzicazo, justement, vous aviez une question pour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, déjà d'une phrase, moi je voudrais saluer votre action parce que lors du premier confinement, vous êtes tout de suite sorti du bois avec un engagement d'acquérir, si ma mémoire est bonne, 10 000 logements auprès des promoteurs privés. Voilà, bon, il faut le dire, quand une grande institution est au rendez-vous de l'histoire, et pour les acteurs, producteurs, et pour les ménages. Une question, vous parlez de votre stratégie d'incuber des entreprises, des startups digitales. Quelle est votre stratégie vis-à-vis des startups qui sont là, qui existent déjà, qui peuvent avoir 2, 3, 4 ans d'existence? Alors, qu'on parle d'accession à la propriété, qu'on parle de la vie des habitants locataires, qu'on parle peut-être de l'acte de construire aussi. Il y a des startups qui interviennent sur tous les maillons de la chaîne. Est-ce que vous leur faites bon accueil? Est-ce que vous êtes prêt à les recevoir parce qu'ils peuvent enrichir votre valeur ajoutée et vous apporter des choses que vous ne savez pas faire ou qu'ils font mieux que vous ne le feriez? Voilà, votre stratégie au-delà de l'incubation de start-up. Alors, c'est probablement plus compliqué pour des boîtes comme les nôtres que pour d'autres entreprises. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes ce qu'on appelle pouvoir adjudicateur, donc soumis au Code des marchés publics. Nous sommes une société filiale du groupe Action Logement. Nous ne sommes pas une société HLM, mais on intervient dans le champ réglementé, donc nous sommes pouvoir adjudicateur. Autrement dit, on ne peut pas choisir nos fournisseurs comme on le souhaite. Ce qui veut dire qu'une start-up qui veut travailler avec nous, dès lors qu'on est au-dessus des seuils de marché, c'est une boîte comme les autres, qui va répondre comme les autres à des appels d'offres. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité développer le lab, Unilab chez nous, pour effectivement pouvoir, non pas contourner, parce que le terme ne serait pas très élégant, mais pour essayer effectivement d'avoir un travail en direct avec des startups. Voilà. Donc il faut vraiment avoir ces éléments-là en tête, c'est que nous ne pouvons pas faire exactement ce qu'on veut comme n'importe quelle boîte en la matière. Par contre... Très précis, donc on peut accéder à vous, mais avec des règles du jeu. C'est ça, les règles du jeu, c'est le code des marchés publics de façon classique. Tout à fait. Si on veut un peu plus dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Apparu, combien ça représente de startups qui, sur une année, par exemple, intègrent ou sont dans le programme d'INI autour de vous? Et sur quel segment ou sur quel service? On a un programme d'1 an en général d'incubation. Le dernier a duré 18 mois parce que le confinement était un peu plus compliqué. On vient de finir là un deuxième appel d'offres pour accueillir un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt pour accueillir de nouvelles startups. Donc sur le premier que nous avions fait, on avait 6 startups chez nous. Là, on en a 4 chez nous, plus de l'entrepreneuriat. On a développé 3 projets d'entrepreneuriat. Donc on va tourner à 7 en règle générale. Et on va déboucher sur du business avec toutes. Il y en a certaines sur lesquelles on n'a pas trouvé de terrain d'entente par rapport au terrain de jeu qu'on leur propose, à savoir nos 43 000 logements en Ile-de-France, d'autres avec qui on a pu développer effectivement l'activité. Bien sûr, très clair. En fait, les startups, ça tombe bien. Oui. Ce que nous, on va apporter évidemment principalement, au-delà du soutien traditionnel que peut faire une entreprise moyenne vis-à-vis des startups, c'est surtout le terrain de jeu des logements que nous avons aujourd'hui en pleine propriété, sur lesquels on peut regarder si on peut travailler avec ces startups en question. Ça leur permet d'éprouver effectivement ou leurs innovations ou leurs modèles sur, en effet, un terrain de jeu suffisamment large. C'est un beau laboratoire. Oui, absolument. On a justement Proprio qui est autour de la table. Henri Pagnon, vous êtes le fondateur. Bon, une belle start-up. Là, on vous a dépassé ce stade. Vous êtes passé vous-même. On est start-up de 10 ans, non? C'est pas ça? C'est un seuil d'année ou de chiffre d'affaires? Comment ça se passe? C'est un seuil de plein de choses. Faut que ça l'argent levé. Chez nous, c'est de nombre d'agents, par exemple. D'accord. Donc, en 2 mots, Henri, aujourd'hui, Proprio, c'est quoi en termes de grands KPI? Ouais, alors, ça va faire à peu près 3 ans que Proprio existe. On s'est lancé avec l'idée un peu folle de se dire on va mettre un petit peu d'innovation partout. Et en fait, sans forcément bien maîtriser ce que voulait dire le mot innovation, ce qui est hyper important. Et en fait, au fil de l'eau, en apprenant ce métier de la transaction immobilière, on a compris qu'en fait, l'innovation, elle devait être au service des agents immobiliers, au service en fait du service, qui est rendu au client pour la transaction. Et donc du coup, je dirais que on se connaît, on a changé
Vous le savez plusieurs fois. Vous avez pivoté. On a pivoté, comme on dit dans le jargon. On est donc en fait depuis à peu près un an et demi une vraie agence immobilière qui utilise l'innovation non pas comme une fin mais comme un moyen pour rendre en fait nos agents immobiliers plus performants, pour être capable de leur faire plus de business et à la fin pour être capable de fournir un service meilleur pour le client qui achète ou qui vend un appartement. Et donc, en quelques mots, Proprio, c'est quoi? En un an et demi, c'est en gros 116 personnes à peu près, dont la moitié d'agents immobiliers et l'autre moitié à peu près en fonction, on va dire, back-office qui sont au bureau. Et alors, on est dans un moment un peu singulier, puisque on est confiné ou quasi confiné, je ne sais pas comment il faut le dire. En tout cas, les agences immobilières... jusqu'à ce midi, ne peuvent pas donc opérer de visite, etc. C'est compliqué. Ce modèle-là où tu as complètement dématérialisé quelque part la chaîne de valeur, est-ce que finalement c'est une opportunité et est-ce que tu vois ce modèle transposable ou transposé à une agence immobilière classique? Alors oui et non. Nous en fait on a été les premiers vraiment à dématérialiser à 100% la chaîne de valeur, peut-être même un peu trop en fait. Il y a à peu près 3-4 ans quand on a créé Proprio, où en fait on a un petit peu sous-estimé vraiment l'impact qu'avait le physique et qu'avait l'agent immobilier quand même, qui rend un service de conseil. Il a le devoir d'accompagnement du client. Et en fait la digitalisation elle peut pas effacer tout ça. Donc oui, parce qu'elle nous permet de continuer à faire du business d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nous, par exemple, on a des modules qu'on a créés, des algorithmes qu'on a créés qui nous permettent de faire des estimations relativement précises, même à distance, sans avoir vu un appartement. Donc ça, évidemment, ça fait 4 ans qu'on le fait. Ça nous a servi, évidemment, dans la première phase de confinement et maintenant dans cette deuxième-là. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer typiquement d'une visite acheteur au moment de signer une promesse de vente. On peut pas. Enfin, je pense que la plupart des acheteurs ne peuvent pas se dire j'ai vu les photos, j'ai vu une visite virtuelle, ça suffit. Donc nous, en fait, on va même un petit peu plus loin dans ce qu'on fait en termes d'innovation. Sur le premier confinement, en fait, on s'est servi un peu de tous ces learnings-là qu'on a eu entre mars et mai, où on faisait pas mal de visites à distance. Et en fait, on a écouté un peu ce que les clients voulaient voir. Et là, maintenant, pour ce deuxième confinement, on a mis en place des visites virtuelles à distance, mais avec l'accompagnement quand même de l'agent immobilier. C'est-à-dire qu'en live, en fait, vous êtes acheteur, vous voulez acheter un appartement, vous faites la visite virtuelle et en même temps, au téléphone, vous avez notre agent immobilier qui vous explique tous les détails. Visite guidée. Une visite guidée. Mais on ne pourra pas s'exonérer à la fin, quand même, d'une visite physique. Question de Henri pour Henri. Bon, Henri a raison, déjà j'adore dire ça. Très, très clairement, on a vu quelques ventes dans le neuf, mais aussi dans l'existant, se faire sans aucune visite réelle ces dernières semaines. Voilà, je me suis renseigné pour ne pas dire de bêtises, mais très clairement, l'engagement est tel, pour une location même, ou pour une vente, qu'à un moment donné, oui, il faut toucher du doigt le bien. J'avais une question pour Benoît Apparu, mais je dirais plus comme ancien ministre en charge du logement, peut-être comme maire aussi, donc on va dire observateur de la chaîne du logement. Est-ce que vous considérez, monsieur le ministre, que la digitalisation des acteurs du logement, là on parle des agences, mais on peut remonter jusqu'à la promotion, l'aménagement, syndic, bien sûr, cette digitalisation a été assez rapide. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginiez? Est-ce que vous êtes satisfait, déçu? Clairement, le succès croissant du Salon Rent témoigne qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, grâce aux startups. Mais voilà, un regard avec un peu de hauteur et sans doute aussi de l'empathie pour des acteurs que vous connaissez bien. Mais voilà, votre regard. C'est un peu différent de la question que vous posez, de la présupposition que vous faites. J'ai le sentiment que le secteur de l'immobilier a innové sur le plan technologique et sur le plan de la numérisation de ses parcours plutôt de façon tardive par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Et qu'en gros, on est en train de rattraper un retard et de se mettre à niveau de beaucoup d'autres industries. Mais il me semble qu'on est toujours en retard, même si ça s'accélère très fortement. Le secteur de l'immobilier est un secteur qui a démarré très tardivement sur ce sujet-là. D'accord. Une question d'actualité, moi aussi à l'ancien ministre de Logement, on a une espèce de fronde aujourd'hui des agents immobiliers, c'est vrai, qui critiquent le fait que c'est une activité jugée non essentielle, donc on les empêche effectivement d'aller visiter les appartements. Ce qui n'est pas le cas dans les HLM, ce qui n'est pas le cas pour les HLM, où les visites, je crois, peuvent continuer. Alors il y a ça, puis il y a une concurrence dite déloyale. Ça s'appelle l'incohérence. Dite déloyale aussi des particuliers qui continuent leur visite. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait dû qu'il fallait englober dans ce confinement light, comme disait Stéphane, ou est-ce que c'est une bonne décision selon vous? On pourrait encore modifier la décision d'ailleurs, l'espoir fait vivre.
Tout le monde se considère dans ces périodes-là comme essentiel. Tout le monde. Oui. Et tout le monde veut pouvoir poursuivre son activité. Et en même temps, tout le monde veut limiter la circulation du virus. Donc oui, les décisions sont compliquées à prendre, difficiles. Certains vont les considérer, vous avez utilisé le mot comme incohérentes. Ce n'est pas mon cas. Je vous rappelle juste que le gouvernement actuel gère la crise sanitaire la plus grave que nous ayons eu à gérer et que le gouvernement actuel, au passage, gère une petite crise sécuritaire qui n'est pas la plus inexacte qui soit non plus. Donc je sais bien qu'on peut tous avoir nos facilités intellectuelles à considérer que le gouvernement fait toujours tout mal, qu'il n'est pas bon, que ta. La réalité, c'est qu'effectivement, on a des périodes qui sont plus complexes que d'autres à traiter et celle-là est absolument unique en son genre. Je vous rappelle que fin de semaine dernière, il a fallu traiter la même journée, le début du confinement, les attentats de Nice. Alors ça vous paraît sûrement très facile à faire, à des observateurs qui ne sont pas dedans, mais c'est beaucoup plus complexe que vous l'imaginez. Premier élément. Deuxième élément, je me répète, l'objectif pour l'instant, c'est de limiter la circulation du virus. Comment on limite la circulation du virus? En limitant la circulation des personnes. C'est eux qui transmettent le virus, pas l'air. Si effectivement on autorise tout, les visites, tous les commerces, tout, etc., eh ben, le virus, il va continuer à circuler. Et demain, vous gueulerez les uns et les autres, pas spécialement vous, mais tous, parce qu'on verra les hôpitaux remplis, et qu'on devra sélectionner des malades à l'entrée des hôpitaux en question. Donc, ayons un tout petit peu de recul, si vous le voulez bien, sur ces questions-là, qui sont peut-être un poil plus complexes que vous voulez bien le dire. À n'en pas douter. C'est pour ça que c'est bien d'avoir avec nous un ancien ministre, voilà, qui fait valoir qui nous a remis notre regard, bien sûr. L'église au milieu du village. Stéphane. Donc, ça nous fait une liaison parfaite avec, dans cette période singulière, l'innovation, les startups doivent être encore davantage mises en avant pour accélérer la digitalisation. C'est tout le sens donc de tout le contenu à peu près qu'on a depuis 2 jours. Jérôme Revy, justement, a mis en place ces startup labs. Jérôme, quel était le principe, quelle était l'idée pour mettre, j'allais dire on stage, mais ce sont des scènes virtuelles, ces startups sur des thématiques précises? Alors d'abord, sur cette édition digitale, on a plus d'une centaine de startups qui participent. Les startups ont l'habitude du digital. Elles se sont mobilisées assez vite et d'ailleurs plus rapidement que certains exposants traditionnels. Elles savent travailler très efficacement avec le digital, c'est-à-dire que quand on va leur délivrer des leads, elles sauront très vite les étudier. Alors on a fait ce qu'on appelle des startup labs, c'est des espèces de conférences qui mêlent plusieurs acteurs, en général des startups, mais aussi des acteurs plus traditionnels sur des thématiques. Et on se rend compte que ces thématiques intéressent beaucoup les visiteurs. On a 6 thématiques. On a des thématiques sur la VFA, parce qu'on a beaucoup d'exposants et beaucoup de visiteurs qui s'intéressent à cette problématique-là. C'est-à-dire comment on fait pour vendre des biens immobiliers qui n'existent pas encore. Et il y a beaucoup d'initiatives digitales sur ces métiers-là. On a aussi beaucoup de choses sur le thème du syndic, la gestion locative. Ça, c'est 2 thématiques qu'on ne voyait pas les années précédentes à Rent et qui apparaissent là avec beaucoup de startups. Donc, on a 2 startup labs sur ces sujets-là. Et puis, on a des startup labs très pratico-pratiques sur les CRM, donc les logiciels qu'utilisent les agences immobilières ou les promoteurs immobiliers. Quels sont les CRM qui sont sur le marché, lesquels peuvent-ils utiliser, quelles sont les fonctionnalités attendues, etc., etc. Et puis, on en a un qui est très suivi, qui est très pratico-pratique sur les outils à disposition des promoteurs immobiliers pour accompagner la vente de ces biens immobiliers en VFA. Donc voilà ce qu'on a essayé de faire et ça fonctionne assez bien. Voilà, c'est des petites conférences thématiques. On a laissé la parole aux startups qui peuvent faire leurs démos. C'est pas des pitchs, c'est vraiment questions-réponses avec des démonstrations de produits. Il y avait aussi la signature électronique qui est de plus en plus utilisée. Il faut commencer à s'habituer avec des choses très très précises justement qui peuvent être utilisées. Alors c'est sûr que le business est contraint, mais on peut quand même continuer et contacter l'ensemble de sa clientèle. Et pour les locations. Et je confirme, mais c'est vrai ce que disait Benoît Apparu tout à l'heure. Le marché immobilier est sans doute un de ceux qui a démarré dans sa digitalisation, et Dieu sait qu'on en parle depuis longtemps, y compris à l'époque où Benoît Apparu était ministre du Logement. Donc, il y a en ce moment, avec le confinement,
une obligation, j'allais dire quelque chose de vital à accélérer la digitalisation. Prenez les syndics par exemple. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, Alors, on a parlé beaucoup des tenues des assemblées générales, Oui, on a parlé beaucoup de choses comme ça. C'est un formidable accélérateur, cette crise, quand allez, même. je vais envoyer un petit coup de griffe et malheureusement, je vais illustrer ce que vient de dire Benoît Apparu. Oui, on a pris du retard, on ne le rattrape pas assez vite. Un exemple, entre le premier confinement et le deuxième, on ne l'attendait pas le deuxième. Enfin, on aurait pu se douter qu'il interviendrait un jour, de vous à moi. Bon. Est-ce que les syndics se sont équipés pour pouvoir faire les assemblées générales virtuelles? J'ai fait des petits sondages dans mon entourage, je connais quelques professionnels. La réponse est non. La réponse est non. Faudra-t-il un troisième confinement pour qu'on se dise oui, on va savoir faire, alors qu'il y a des outils qui existent, les éditeurs se sont bougés, des startups se sont bougés. Donc ce retard qu'a juste titre diagnostiqué Benoît Apparu, moi j'aimerais bien qu'on le comble à marche forcée désormais. En tout cas, un rappel de bon sens de la part de l'ancien ministre de l'Environnement. Merci, Benoît Apparu. Merci, Benoît Apparu. On aura plaisir à vous retrouver. Merci également à Jérôme Revy, qui a organisé les Startup Labs. On passe à notre dernière séquence, Stéphane, le programme du jour. Les PropTech Digital Days. Qu'est-ce qui nous attend, Stéphane, cet après-midi? Que du lourd. Que du très très lourd, comme dirait Henri, pour ne pas le paraphraser. Non, il y a beaucoup de choses. On a des choses sur le neuf aujourd'hui. On a souvent parlé de l'ancien sur Rent et trop peu du neuf et du bureau. On a parlé beaucoup du bureau hier. On parlera du neuf aujourd'hui, évidemment, avec ce matin, vous l'avez sans doute vu à 11h, une conférence avec nos amis de Se Loger sur la perception de l'immobilier neuf, où on en est, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On a évidemment des choses sur les nouveaux modèles d'agences immobilières. On en parlait avec Proprio, on en parlait avec Henri. Proprio, Liliberkis, etc., tous ces acteurs-là, qu'est-ce qu'il en est 3 ans après, ou comment ça marche, est-ce que c'est efficace, efficient, quelle est la place qu'ils ont pris dans le marché. Et puis on aura évidemment aussi beaucoup de choses autour de tous les ateliers exposants qui eux sont à voir encore une fois en live et en replay à loisir, donc c'est beaucoup plus pratico-pratique. 2 Startup Labs cet après-midi encore, donc animé par Jérôme. Et puis on aura une dernière conférence sur le recrutement dans la PropTech, sur la marque employeur pour être beaucoup plus précis, et comment dans la PropTech, c'est le cas d'un Proprio par exemple, toutes ces startups qui ont levé pour certaines beaucoup d'argent et qui ont des volumes de recrutement très importants, et comment on fait dans la PropTech et dans l'immobilier pour travailler sa marque employeur, parce que c'est très bien d'avoir un joli service et de lever beaucoup d'argent, encore faut-il recruter les bras pour aller porter la bonne parole, et c'est pas si simple, contrairement à ce qu'on croit. Donc il y a quelque chose de très inspirant sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Le programme à retrouver sur digitaldays.rent.imo. Bonne séance à tous. Merci Henri Pagnon, merci Henri Buzicazo. Merci Stéphane. Merci, on vous retrouve pour le prochain JT. Pour conclure, ça sera tout à l'heure à 18h. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous. À bientôt. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le Rent pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020.